une soirée autour de son livre. Donc c'est un format qu'on fait de temps en temps, qui s'appelle 5 questions A. Donc on pose 5 questions à quelqu'un qui vient de faire paraître un essai, un livre de réflexion. Et donc si vous avez aussi des idées de personnes qu'on peut inviter, c'est totalement libre. Voilà, n'hésitez pas aussi à proposer des personnes invitées. On est très heureux d'accueillir Pierre, qui était déjà venu en 2015. 2015. Alors, en plus, il en parle dans son livre. Donc, il avait fait tout un reportage dans les Balkans, un des temps forts de la crise des migrants. Et il était venu faire une conférence à Lyon, juste après, on l'avait invité, pour nous raconter ce qu'il avait vu lors de ce reportage. Donc voilà, la boucle est un peu bouclée entre un des événements qui a lancé ce livre et la parution de ce livre dont on va parler ce soir. Donc voilà, après, que dire d'autre à propos de Pierre, qui est journaliste à la vie actuellement, qu'il est aussi passionné de géopolitique, donc ça nourrit aussi toute sa réflexion sur la crise des migrants. Et vous pouvez lui poser toutes sortes de questions là-dessus, n'hésitez pas. Et donc ce soir, c'est Paul qui va lui poser les questions, les fameuses 5 questions. Mais évidemment, les vôtres sont aussi les bienvenus. Donc une fois qu'on aura fini avec ces 5 questions, vous pourrez aussi poser les vôtres. Et si tu veux vous donner, Pierre, pour te présenter. Merci beaucoup Marie-Hélène. Merci à tous de m'entourer ce soir. C'est toujours une joie de revenir à Lyon, une ville qui est très chère à mon cœur. J'ai passé mon bac ici. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je vous rassure. Et puis de revenir aux Altercato, qui pour moi sont une merveilleuse, source d'inspiration, d'inventivité et d'engagement pour tous ceux qui sont chrétiens ou tous ceux qui en tout cas ont à cœur de vivre en cohérence avec leurs convictions et notamment avec leurs convictions sociales, écologiques et juste fraternelles. Et à chaque fois que je reviens ici aux Altercato, j'ai l'impression d'être un peu le fils prodigue parisien qui revient à la maison et qui revient puiser à votre bonne sève ici. Et j'ai aussi l'impression parfois d'être Nicodème, vous savez, le grand prêtre juif qui vient voir Jésus en secret. Alors je ne viens pas en secret vous voir, mais en tout cas, comme lui, je repars avec cette invitation de Jésus qui dit à Nicodème, il faut renaître d'en haut, il faut naître de nouveau. Et à chaque fois que je repars des Altercato, qui est quand même une vraie communauté, qui n'est pas juste un café, qui n'est pas juste un lieu de conférence, qui est une vraie communauté, chaque fois que je repars du Simone et des Altercato, je me dis qu'il faut renaître de nouveau et qu'il faut vraiment faire en sorte que mes aspirations collent avec ma vie quotidienne. Donc merci pour tout ce que vous faites et puis merci encore une fois de m'accueillir. Je pense que je vais commencer par ton commencement en fait. Je pense que pour remettre en contexte, je vais simplement lire l'épigraphe que tu as choisi pour ton livre et qui donne vraiment le ton dont on va voir. C'est donc de Élie Denoy de Saint-Marc dans les Champs de Brève. Je crains les êtres gonflés de certitude. Ils me semblent tellement inconscients de la complexité des choses. Pour ma part, j'avance au milieu d'incertitudes. J'avance au milieu d'incertitudes. C'est précisément donc cette complexité des choses. Tu dis dans ton livre que tu as voulu écrire sur les migrants et qu'il y a une phrase qu'on a retenue qui est pour présenter des rencontres à hauteur d'homme. C'était une belle phrase. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, disons, la motivation profonde de l'écriture de ton livre? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a initié cette œuvre? Et voilà, qu'est-ce que tu as espéré en fait avec cette présentation de la complexité des choses? Alors il y a 3 motivations profondes qui ont fait que j'ai écrit ce livre. La première, c'est que, alors je remercie les Altercato d'avoir mis mon nom en entier sur votre affiche. Mon nom de famille, donc c'est Jovanović, fils de Jean en serbo-croate, Jovan Jean-Ović, fils d'eux. Et donc, comme mon nom l'indique, je suis petit-fils de migrants. Mon grand-père était donc yougoslave, d'origine serbe,
et il avait perdu son père suite à pendant la Seconde Guerre mondiale. Il aspirait à un avenir meilleur et il avait entendu parler de la France, une terre de liberté, une terre qui était amie des Serbes. Et donc dans les années 50, il a quitté son pays, il a fui la Yougoslavie et il est venu vivre en France. Il s'est marié avec une Française. Et donc je suis petit-fils de réfugiés politiques, de migrants. Alors je suis bien passé par l'assimilation républicaine, c'est-à-dire que je ne parle pas le serbe, et toute ma famille de ma génération non plus. Mais à chaque fois que je vais en Serbie, ou à chaque fois que je rencontre un Serbe ou un ex-Yougoslave, eh ben, mes jambes tremblent et mon cœur bat la chamade. Et donc je comprends intimement ces personnes qui sont immigrés de deuxième, troisième génération et qui pourtant sont toujours liés à la terre ancestrale par des liens un peu invisibles. Donc je pense que ça a été la première motivation à l'écriture de ce livre, c'est que au fond de moi, j'ai une certaine proximité, une certaine sympathie, une certaine fraternité que je sens avec toute personne migrante, toute personne exilée, personnes descendantes d'immigrés. Ça, c'est la première motivation. La deuxième, ça a été un événement, effectivement, donc c'était la crise des réfugiés, ce qu'on appelait la crise des réfugiés de 2015. Rappelez-vous, donc à l'été 2015, il y a eu des grands mouvements de foule qui sont entrés en Europe par la péninsule balkanique, justement, là où mon grand-père avait fui pour venir en France. Et toutes ces personnes qui venaient des camps de réfugiés syriens, du Liban, de Turquie, majoritairement. Il y avait aussi des Kurdes, il y avait aussi des Irakiens, il y avait des Iraniens, il y avait des Pakistanais. Toutes ces personnes se sont mises en mouvement de manière assez rapide et sont donc entrées en Europe. À l'époque, j'étais au chômage, j'étais jeune journaliste, mais je n'avais pas de rédaction qui m'employait. Et comme je connaissais justement la Serbie, de par mes origines, je me suis dit, bah, c'est l'occasion d'y aller, de faire un reportage et de le vendre ensuite au plus offrant. C'est comme ça que certains journalistes fonctionnent. Ils sont pas salariés, mais ils font des reportages, ensuite ils les vendent à des journaux. Donc moi c'était mon cas, je suis parti en Serbie pendant le mois d'août 2015 et j'ai suivi la route des réfugiés de Belgrade, donc la capitale de la Serbie, jusqu'à Budapest, en Hongrie. Parce qu'à l'époque, la Hongrie, qui est dans l'Union européenne, c'était la porte d'entrée des migrants vers l'Union européenne. Et donc il y avait des milliers de gens qui traversaient la frontière serbo-hongroise et qui ensuite visaient principalement l'Allemagne, mais aussi les pays scandinaves. Donc pendant un mois, je les ai suivis, j'ai vécu avec eux, je leur ai parlé tous les jours, je suis allé les visiter dans les camps, dans les centres d'hébergement, j'ai traversé la frontière, j'ai pris le bus avec eux. Et pour moi, ça a été un vrai choc, ça a été une vraie révélation, parce que j'avais une connaissance, disons, j'avais une connaissance de l'immigration qui était due à mon grand-père, mais c'était assez abstrait, c'était assez lointain. Le phénomène migratoire actuel, j'avais pas forcément d'idée très précise à ce sujet. J'avais des chiffres en tête, j'avais des flèches sur une carte en tête, mais rencontrer des personnes qui étaient en mouvement, qui marchaient depuis des dizaines de jours, ça je l'avais jamais vécu, je l'avais jamais expérimenté. Donc moi ça a été un vrai choc. Alors d'abord ça a été un choc parce que j'ai vu toute cette foule. Quand je suis arrivé à Belgrade, ils étaient 5000 à arriver chaque jour. Et quand je suis parti, quand je suis allé vers Budapest, ils étaient 10-15 000 à arriver chaque jour. Au total, on pense qu'il y a 1 million de personnes à cet été-là, 2015, qui sont arrivées en Europe. Alors d'abord, j'ai été choqué par ce nombre. Alors il y a toutes sortes de sentiments qui se sont emparés de moi, la peur, l'angoisse. Je me suis dit, mais comment on va faire? Est-ce que ça va s'arrêter? Et dans les discussions que j'avais avec eux, il y avait de tout. Il y avait, je le raconte dans le livre, il y avait un Irakien qui me disait, cette émigration, c'est une punition divine, parce que vous, l'Occident, vous nous avez détruit mon pays, l'Irak, donc c'est une manière de vous faire payer. Donc ça, pas de quoi se sentir rassuré par ce genre de propos. Mais d'un autre côté, il y avait des gens qui avaient peu de moyens et qui m'ont offert le gîte, le couvert, enfin le gîte. Je me souviens, à Belgrade, il y avait une famille syrienne qui était là, et ils ont pris tous leurs sacs, ils les ont empilés par terre, eux ils étaient à même le sol, et ils m'ont dit, vas-y, assieds-toi,
tu es notre invité et tu ne peux pas rester assis par terre. On te fait un siège là. Donc il y avait ça aussi que j'ai vécu. Donc c'était un enchevêtrement du meilleur et du pire dans les relations humaines. Et petit à petit, mon premier regard de peur, ou en tout cas d'inquiétude vis-à-vis de cette foule, a évolué, parce que cette foule, en fait, en rencontrant les personnes, ben, c'était plus juste un amas, c'était des personnes, c'était des visages avec des histoires, des prénoms, des noms, des origines, qui nommaient leur pays, qui nommaient la ville d'où ils venaient. C'était plus du tout abstrait, hein. La guerre en Syrie, je la suivais de loin, mais là, des gens qui disent qu'ils viennent de Alep, Homs, Hama, bah là, c'était réel, c'était en face de moi. Donc cet événement, ça a été vraiment une grande révélation, un grand bouleversement pour moi. Ces migrants que je connaissais en tant que concept, en tant qu'idée, en tant que chiffre, bah, après cette expérience, c'était des personnes, c'était des visages, c'était des histoires, c'était des anecdotes, des souvenirs même vécus avec eux. Et ça, il n'y a que la rencontre qui le permet. Voilà. Si parmi vous, il y a des gens qui aident les migrants, qui les rencontrent, ou même qui aident les personnes dans la rue, vous expérimentez dans les rencontres le lien qui se tisse entre les êtres. Et moi, cet événement, ça a été fondateur pour moi. J'ajouterai une troisième motivation, ça a été la binarité du débat politique au sujet des migrants. Quand je suis revenu en France, donc en septembre 2015, alors j'ai tout de suite perçu une grande curiosité des gens et un grand désir de générosité. Autour de moi, il y avait plein de gens qui m'appelaient, qui me demandaient comment aider, parce que j'étais devenu le spécialiste des migrants suite à ce reportage. Il y avait beaucoup de gens qui me demandaient comment aider, qui me disaient qu'ils connaissaient quelqu'un en bas de chez eux, là, qui avait besoin d'aide. Les altercatos ont été parmi les premiers à me solliciter pour faire une conférence sur le sujet. Ils étaient bien dans le timing, hein, fin 2015. Mais j'ai vu aussi, et ça surtout à Paris, surtout dans les milieux journalistico-politiques, j'ai aussi vu une grande binarité, c'est-à-dire que le débat se divisait entre ceux qui étaient pour les migrants de manière absolue et qui disaient c'est formidable, ce sont des saints, il faut tous les accueillir, il faut faire de la place. Et puis ceux qui étaient contre, qui étaient férocement hostiles, qui disaient ce sont des envahisseurs, ils vont nous bouffer, et puis de toute façon il faut qu'on s'occupe d'abord des SDF chez nous, comme si c'était pas possible de faire les deux en même temps. Moi je me souviens, quelque chose qui m'avait frappé, il y avait un SDF qui mendiait dans le métro parisien. Vous savez, ceux qui sont allés à Paris, vous voyez bien, c'est des SDF qui passent de wagon en wagon et qui disent un petit speech. Et là, il disait « Je suis français, donc aidez-moi plutôt que les migrants ». Et ça, cette espèce de binarité frontale, être pour ou contre, et comme s'il n'y avait pas de nuance, comme s'il n'y avait pas de lien entre les deux, ben ça m'a beaucoup heurté, et ça ne correspondait pas à mon expérience. Ça ne correspondait pas à ce que j'avais vécu sur le terrain. Moi, j'avais découvert que les migrants, c'était des personnes, pour le meilleur comme pour le pire, qu'il fallait surtout pas les mettre dans des cases, que ce soit l'une, que ce soit l'autre. Et là, on les réenfermait dans une case de concept. Et ça m'a beaucoup déplu. Donc, avec mes pauvres mots, j'essayais dans les discussions, un peu dans les articles, d'essayer de nuancer, de dire que c'était pas si simple. J'ai continué à essayer de creuser ce sujet comme journaliste dans les différentes rédactions où je suis allé. Et puis, fin 2017, quand les éditions Talendier m'ont proposé de faire une enquête sur les migrants, eh ben, ça m'a semblé être une évidence, avec ces trois grandes motivations qui étaient les miennes. Moi, tu dis à un moment dans ton livre, il y a une belle formule, ce sont pas des... Alors tu parles là plutôt de la migration qui passe par la Méditerranée, donc plutôt en Nord d'Afrique, mais tu dis ce sont pas des idées, mais des personnes qui descendent des zodiaques. Alors sur la question de la binarité, on y reviendra tout à l'heure, mais maintenant, ce que tu interroges beaucoup dans ton livre, et de fait c'est vraiment d'actualité pour le coup, c'est le rôle qui incombe en fait à tous les
du chrétien peut-être face à cette crise en un mot. Alors moi, ce que j'ai pu observer sur le terrain, c'est que d'abord les associations font un travail considérable. Les associations déploient une immense capacité d'action en termes d'accueil, en termes d'aide administrative, de plaidoyer auprès des autorités et en termes d'accompagnement personnel. Il y a une personne que je cite dans le livre qui fait partie de GRS, vous avez sans doute entendu parler, le service jésuite des réfugiés, qui fait un travail formidable et très 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 efficace, et qui disait les demandeurs d'asile, les migrants, où est-ce qu'ils peuvent apprendre la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité? Est-ce que c'est dans les cours qu'on leur donne? Certainement pas, c'est trop abstrait. Est-ce que c'est dans les livres qu'ils peuvent le lire? Peut-être, mais ils ne le comprendront pas. Là où ils peuvent vraiment mettre de la chair sur ces mots, là où ils peuvent voir que ces mots sont une réalité, c'est dans nos associations, c'est en nous côtoyant, c'est en faisant des choses avec eux ensemble. Et le GRS, mais comme beaucoup d'autres associations, j'ai vu que Terre d'Ancrage faisait ça aussi, beaucoup d'associations, en fait, offrent une vraie famille à ces personnes, leur redonnent une dignité, ce ne sont plus juste des chiffres, ou ce ne sont plus juste des numéros qui se baladent de services sociaux en centre social, qui se perdent dans les couloirs de l'administration. Ils ont un nom, ils ont un prénom, ils sont attendus, ils sont accueillis, et on leur redonne une dignité, on leur redonne des amis, un réseau, on leur propose des choses, on les reconnecte un peu, non seulement au réel, mais aussi, au réel aussi qui nous entoure, la société française, mais aussi parfois à des choses de l'esprit, comme la danse, la poésie, la littérature, la foi aussi. Donc, les associations, pour moi, c'est vraiment un squelette magnifique qui, à mon avis, est le plus efficace et le plus fécond dans l'accueil des migrants. Les associations peuvent faire ce que l'État ne peut pas faire, dans justement cet accompagnement personnel des migrants. S'il faut mettre un bémol, il faut toujours mettre un bémol. Le danger, à mon avis, qui guette certaines associations, mais surtout les associations, là je parlais de toutes les associations, qu'elles soient chrétiennes ou non. Certaines associations sont un petit peu plus politisées, et du coup, le danger qui les guette, c'est parfois de tomber dans l'aveuglement idéologique. Alors c'est le rôle des associations, justement, de défendre ces personnes, d'aller jusqu'au bout, et puis de questionner vraiment la politique migratoire, les structures étatiques. Mais parfois, elles peuvent s'enfermer dans un jusqu'au-boutisme et ne pas voir que parfois il faut quand même poser des limites et que parfois il y a des cas qui sont tout simplement indéfendables. Donc ça, c'est un peu le risque, à mon avis, on pourra en discuter, mais c'est un peu le risque parfois qui guette certaines associations. D'un autre côté, l'État. Alors j'ai vu pendant mon enquête, et j'essaie de leur rendre hommage, j'ai vu beaucoup de serviteurs de l'État, dans le sens vraiment serviteurs, qui se donnent à fond pour l'intérêt général, des préfets, des magistrats, des policiers. J'ai vu beaucoup de personnes qui se donnent à fond, et de manière très généreuse. Mais ce dont j'ai l'impression, c'est que l'État, face à la crise migratoire, est très désemparé, il est très hésitant, il n'a pas de vision de long terme, il gère un peu les situations au jour le jour. Il est pris dans des injonctions contradictoires, c'est-à-dire que sous la présidence Hollande, vous avez eu des discours d'accueil très très grandiloquents. Il faut accueillir, il faut prendre notre part, qui s'accompagnait souvent pas d'actions concrètes. Là, avec Macron, et alors c'était très vrai sous Gérard Collomb, mais ça continue de l'être, si vous avez entendu ce que Macron a dit l'autre jour, il y a un autre discours, c'est le sens inverse, c'est-à-dire qu'on va au contraire fermer les écoutilles, on va être beaucoup plus intransigeant, mais là aussi, ça ne s'accompagne pas vraiment d'actions concrètes. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que l'État, il navigue à vue, voilà, il n'a pas de vision de long terme. Souvent, il réagit au plus pressé, il loge des gens, il réquisitionne des gymnases, il réquisitionne des hôtels, puis les gens parfois restent très longtemps. Il ne prend pas forcément des décisions tranchées dans un sens comme dans un autre. Et du coup, ce que j'ai vu de l'État n'a pas rendu forcément très très optimiste sur son action et sur la politique migratoire. Quant aux citoyens, alors le citoyen français est souvent
pris dans des dilemmes. C'est-à-dire que d'un côté, moi je suis frappé par la mémoire longue. C'est-à-dire que beaucoup de gens, notamment dans des régions qui ont souffert de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de gens qui n'ont certainement pas vécu cette époque se souviennent pourtant. Ils disent mais nous aussi, on a dû fuir sous les bombes, nous aussi, qu'est-ce qu'on ferait à leur place? Moi, ma grand-mère, elle a vécu dans des baraquements américains le temps que la ville soit reconstruite. Moi, j'ai beaucoup été frappé par ça, par cette mémoire longue des Français. C'était très vrai, notamment dans la région de Dunkerque, mais aussi en Bretagne, mais aussi, je pourrais citer Conques aussi, en Aveyron. Le français, j'ai pas peur de le dire, le français est quelqu'un de très généreux, qui donne énormément aux associations. Et même s'il peut avoir un discours inquiet, sceptique, un peu hostile, il va quand même souvent se laisser toucher et donner. Il va souvent donner en nature. Je donne un exemple dans le livre, hein, des chrétiens irakiens. Donc, on pourrait dire les migrants idéaux, parce que c'est des chrétiens, voilà, il n'y a pas de problème. Ils arrivent dans un petit village breton qui s'appelle Guerre. Et le commerçant en face, c'est un poissonnier, et il n'est pas du tout content de leur venue, même si c'est des chrétiens, il dit je m'en fous, c'est des étrangers, ils n'ont rien à faire là. Et en fait, il se laisse toucher parce que sa fille va à l'école, elle discute avec les enfants de cette famille, donc il entend un peu leur histoire, et de manière très discrète, de manière secrète même, et ben, il va leur donner du poisson. Il passe la route, franchit la route et la rue, et il va leur donner du poisson parce qu'il est touché par leur histoire. Donc le citoyen de base, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il est, voilà, il est déchiré. Il est déchiré entre une générosité, souvent, très souvent. Vraiment, moi je ne laisserai pas dire que les Français ne sont pas un peuple généreux, et pas un peuple vraiment humaniste qui se laisse toucher. Mais d'un côté, le Français, et surtout le Français qui est en précarité sociale, ou qui est en insécurité culturelle, bah, il se pose des questions. Il se pose des questions sur l'immigration, sur l'islam, sur la survie de la France comme nation. Et donc il est assailli de plein de dilemmes. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai choisi cet angle, les chrétiens face aux migrants, parce que les chrétiens sont une bonne communauté pour voir quels dilemmes traversent la société française. Ces dilemmes-là, ils touchent les chrétiens. Alors en plus, les chrétiens, ils ont une interrogation métaphysique qui est qu'ils croient en Dieu, et souvent ils se disent, ben, le migrant, si je lui ferme la porte, c'est peut-être à Dieu lui-même que je ferme la porte. Donc, quel rôle les chrétiens, justement, ont à jouer dans cette crise migratoire? Moi, je pense que le rôle des chrétiens, c'est de faire leur job, tout simplement. C'est Matthieu 25, « J'étais un étranger, vous m'avez accueilli ». Alors, c'est un verset qui a toute sa force, mais qui se décline de plein de manières. Ça veut dire avoir un regard bienveillant sur la personne, parce que tout être, justement, est fait à l'image de Dieu et a une dignité intrinsèque. Ça veut dire se conscientiser au problème, ça veut dire apprendre, se documenter sur les problèmes. Moi je pense que c'est, et je le dis dans le livre, c'est là où je m'engage un peu, c'est la vocation des églises, des communautés chrétiennes, que d'accueillir et d'aider toute personne dans le besoin, qu'elle soit migrante, mais qu'elle soit aussi SDF, qu'elle soit aussi personne seule, qu'elle soit mère célibataire en difficulté. C'est notre ADN, c'est notre vocation, tout simplement. Et avec les migrants, moi je pense que c'est l'aide que l'Église doit apporter, c'est ce que l'Armée du Salut, donc cette organisation protestante, avait résumé assez simplement en son temps, les 3 S, la soupe, le savon et le salut. La soupe, le savon, les besoins matériels, et puis le salut, parce que sans vouloir faire du prosélytisme, on pourra revenir dessus, mais sans vouloir faire du prosélytisme, les chrétiens ont un message qui les anime, c'est leur seule raison d'être, sinon on est juste un club associatif. On a un message, on a une foi, et cette foi, on est invité à la partager. Pas pour l'imposer, pas pour faire changer la personne ou la brutaliser, mais juste témoigner. Et donc, être ouvert à la discussion et peut-être aussi à la conversion, ou en tout cas au cheminement de la personne. Les églises, elles ont comme rôle d'éclairer la conscience, à la fois des citoyens, à la fois des gens investis dans les associations, et aussi éclairer la conscience des décideurs. Après, je pense que les églises n'ont pas vocation à régenter la politique migratoire de la France, des États. La sphère temporelle, la sphère politique a son autonomie, elle n'est pas toute puissante, l'État n'est pas tout puissant, l'État n'a pas tous les droits, mais il faut
faudrait pas, à mon avis, mélanger la sphère temporelle et la sphère spirituelle. C'est un équilibre qui est difficile à tenir, mais les églises n'ont pas vocation à donner des directives, à mon avis, précises sur le nombre de gens à expulser ou à régulariser. Ce que l'Église doit être vigilante, par contre, que les choix difficiles parfois qui peuvent être posés par les gouvernements ne deviennent pas des choix inhumains. Ça, c'est, à mon avis, c'est la ligne rouge sur laquelle on doit être attentif. Donc il y aurait une ligne rouge, parce qu'en fait, je vais te relancer là-dessus quand même, parce que ça touche à la question de ce que tu as déjà évoqué, à savoir ce que tu appelles des positions idéologiques. Et de ce qu'on comprend dans ton livre, tu emploies le mot, et on comprend assez bien, d'ailleurs tu l'as dit tout à l'heure, que c'est cette binarité que tu vises par là. Tu parles de position idéologique. Souvent, voilà, en fait, pour le dire en deux mots, il y a d'un côté les no-borders, c'est-à-dire cette frange d'extrême gauche plutôt assez extrême qui est prête à soutenir que aucun pouvoir n'a vocation, n'a le droit en fait d'imposer de limites à la liberté de circulation des individus. Et d'autre part, on a les GI, la génération identitaire, qui va se... C'est assez intéressant, à un moment, tu as toute une analyse en montrant presque sociologique, mais de qui sont ces gens, en fait, ces gens qui se prennent pour des Américains, là, avec leurs hélicoptères, leurs publicités, bref, qui viennent faire leur coup de pub dans les montagnes. Mais alors, du coup, voilà, cette binarité idéologique, en fait, la question qu'on aimerait poser, c'est est-ce que c'est si facile que ça de taxer en fait d'idéologie ces positions, ou autrement dit, est-ce que à partir du moment où on prend une position politique, est-ce qu'on ne frôle pas toujours l'idéologie? C'est-à-dire que l'État lui-même, lorsqu'il fait ses choix, est-ce qu'il n'est pas obligé de la sous-tendre par une forme d'idéologie? C'est-à-dire, est-ce qu'à partir du moment où on prend une position politique, on n'est pas dans l'idéologie? Voilà, c'est ça la question. Non, mais ça, c'est une très 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 belle question et une question un peu grave. Alors, il y a des professeurs parmi nous. Moi, je suis un journaliste un peu sophiste, donc peut-être que ma définition des termes n'est pas la bonne, mais quand j'utilise le terme idéologie, position idéologique, pour moi, c'est une vision du monde qui a sa logique, qui a sa cohérence, mais du coup qui prétend avoir un peu explication à tout, réponse à tout, et qui souvent fige la réalité dans quelque chose de très fermé, qui ne souffre aucune modification ou contradiction. Effectivement, les no-borders, la gauche radicale souvent dans son ensemble, voilà, pour elle c'est la liberté de circulation à tout prix, il n'y a pas de nation, pas de frontières, pas d'autorité légitime pour mettre au stop. Ce faisant, moi j'ai toujours été étonné que certains camarades de lutte qui luttent contre la circulation des capitaux, contre la finance dérégulée, sont en fait très partisans de la dérégulation des frontières et des États. Mais tout comme tu l'as dit, les générations identitaires pour qui le migrant, le clandestin, ou même, mais c'est ça le plus grave avec eux, c'est-à-dire que la personne qui ethniquement, qui n'est pas française de souche, qui n'est pas ethniquement européenne, comme ils disent, n'a pas le droit de citer, n'a pas le droit d'être là, et doit juste dégager. Et c'est tout le fantasme de la remigration, etc. Sans en arriver dans ces extrêmes, moi ce que je critique dans le mot idéologique, c'est justement voilà, l'illusion de croire que tout est simple, en fait, qu'il suffit de solutions expéditives pour régler des problèmes complexes, et que la réalité s'explique très bien par quelques schémas. La politique, d'un autre côté, la politique, pour moi, le cardinal Richelieu donne une bonne définition de la politique. Il disait, la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. La politique, c'est un mode d'action. Alors, c'est pas juste du pragmatisme. Sinon, nous serions macronistes ou technocrates. Mais pour moi, la politique, c'est une vision, effectivement, une vision de l'homme, une vision du monde,
qui est ancré dans des convictions fortes, donc un peu simples, parce que forcément les convictions fortes, il y a un peu de binarité, un peu de simplicité, mais qui doit toujours se nourrir du réel, qui doit partir du réel, qui doit se nourrir, s'enrichir, parfois s'ajuster et souvent s'adapter en réalité. La politique finalement c'est l'art d'être responsable, de prendre des responsabilités. Donc il y a un équilibre que je ne prétends pas donner une solution une solution magique, hein, mais il y a un équilibre entre les convictions fortes et puis la mise en œuvre des principes et l'adaptation à la réalité aux personnes. Et c'est là-dessus que moi je me retrouve plus. Même si j'ai bien conscience qu'à un moment donné, trop de complexité empêche parfois de prendre des décisions. Pour l'anecdote, à Paris, il y a quelques semaines, j'ai un ami qui est un peu conseiller occulte chez les Républicains, personne n'est parfait, qui m'a invité à prendre un café et qui m'a dit « Ah bah ton livre, je l'ai lu, il est passionnant, mais il est intraduisible politiquement. » C'est-à-dire que moi, politiquement, je ne peux pas le transformer en proposition de loi, je ne peux pas en tirer des mesures à prendre. Je suis navré, mais c'était pas mon objectif. Mon objectif premier, c'était de donner à réfléchir. C'était pas... alors je m'implique un peu dedans, et comme je vous l'ai dit, moi je pense que les églises, les chrétiens, se doivent de ne pas oublier cette vocation qui est ancrée en nous, qui est la dignité intrinsèque de la personne, et soupe, savon, salut. Pour moi, c'était ça le but de mon livre, c'était de donner à réfléchir, d'offrir cette conviction qui est la mienne, mais c'était certainement pas d'offrir des solutions politiques. Sinon, ça aurait été nier la complexité des choses. C'est ça. Et, mais alors, il y a quelque chose que tu as évoqué à plusieurs reprises depuis le début de la soirée. C'est quand tu t'es présenté un peu, tu as dit que, un petit sourire, que tu étais passé par l'assimilation républicaine. Et un peu plus tard, tu as parlé aussi de... tu as rappelé en fait que tu as parlé d'insécurité culturelle à propos de certains citoyens français. Et il y a une thématique qui affleure en fait dans ton livre, mais qui n'est pas à proprement parler présente, alors même que on considère que dans le débat tel que chacun peut y être familier, elle est quand même assez centrale, et c'est en fait justement la place de l'immigration, mais c'est-à-dire pas de la crise migratoire qui aurait débuté dans les années 2015 ou un peu avant, mais de l'immigration de plusieurs générations. C'est-à-dire que souvent dans les discours, souvent plutôt défavorables à l'accueil des migrants, on entendra que voilà, on a bien vu les précédents, il y a cette peur-là aussi. Qu'est-ce que tu peux... en fait, voilà, est-ce que ça ne nous interroge pas aussi sur la question de l'intégration actuellement? Oui. Tout à fait. Alors, mon livre ne pouvait pas parler de tout, mais c'est vrai que la crise des migrants, ce n'est pas toute l'immigration, mais ça fait partie de l'immigration. Alors, juste quelques chiffres pour vous donner une idée. La crise des migrants, pour moi, elle est davantage sociale, psychologique, culturelle que numérique. En fait, c'est plus une crise de notre capacité d'accueil et de notre projection dans l'arrivée des migrants qu'une histoire de chiffres. On sait qu'au Liban, en Turquie, les réfugiés de Syrie, d'Irak se comptent par centaines de milliers, voire par millions au Liban. En France, les demandes d'asile, c'est-à-dire les gens qui arrivent et qui demandent l'asile politique à la France, on en est à 100 000 demandes d'asile par an. Alors ça augmente, c'est vrai, mais toutes ces demandes ne sont pas acceptées. Et d'un autre côté, on donne à peu près en France chaque année 200 000, 250 000 titres de séjour à travers le groupement familial, l'immigration légale et l'immigration étudiante. Donc la crise des migrants, c'est pas toute l'immigration, ça c'est vrai. Mais c'est un symptôme. C'est un symptôme de l'immigration en général.
parce que, comme je l'ai dit, c'est une crise vraiment sociale, culturelle et psychologique qui met le doigt sur nos fragilités et sur les ratés que nous avons eus que nous avons toujours, sur les difficultés que nous avons avec le phénomène migratoire dans son ensemble. La crise des migrants, ça met le doigt sur notre insécurité culturelle. C'est-à-dire que c'est un prêtre qui dit ça dans mon livre, c'est l'ancien aumônier des parlementaires, le père Stalag Bourdillon, qui dit en fait nous sommes muets. Nous, Européens, nous sommes muets. C'est-à-dire que nous ne savons plus qui nous sommes, nous ne savons plus où nous allons, et du coup nous ne savons pas quoi dire à ces personnes. Et c'est très frappant. Moi, alors je ne l'ai pas dit dans le livre, mais quand j'étais à Lille, à côté de Lille, il y a un jeune Congolais qui a été accueilli dans une famille d'accueil. C'est une petite anecdote comme ça. Et ce jeune Congolais, Emmanuel, qui lui pour le coup apparaît dans le livre, mais je n'ai pas raconté cette anecdote. Donc c'était un jeune, ses parents avaient été tués sous ses yeux au Congo RDC à cause de la crise politique qu'il y a là-bas. Il était traumatisé. Et pour un peu lui changer les idées, je découvre que sur sa carte d'identité ou son document d'identité, il est né le 11 novembre. Et je dis, bah, le 11 novembre, tu sais, en France, c'est une grosse date importante. Il y a des rues du 11 novembre, il y a des places du 11 novembre. Tous les villages ont des monuments aux morts qu'à cause du 11 novembre. Donc voilà, je lui parle de ça. Il me dit, ah bon, bon. Et en fait, sa famille d'accueil, je ne les juge pas, mais c'est juste qu'ils disent, ah non, le 11 novembre, c'est une date pourrie. Il ne faut surtout pas que tu retiennes ça. Non, non, n'écoute pas ce qu'il dit. Le 11 novembre, c'est le militarisme, c'est la guerre, c'est le nationalisme. Non, non, apprends plutôt que voilà, d'autres choses. C'est une petite anecdote, je ne juge pas du tout ces personnes. Mais on a du mal à se mettre d'accord sur quoi partager à ces personnes, sur notre propre récit national. On a du mal à mettre la priorité et à dire bah, voilà ce que j'ai envie de partager, voilà ce qu'il faut partager, la France c'est ça, l'Europe c'est ça. Donc la crise des migrants, ça met le doigt sur cette difficulté que nous avons. Ça met le doigt sur la gestion un peu erratique de l'État, sur les contradictions de la politique migratoire, les grands discours d'accueil, mais en même temps la faiblesse des moyens mis en place, la fermeté mais l'absence d'expulsion. Il n'y a que 3% des déboutés qui sont réellement expulsés, en France en tout cas. En Suède c'est différent, en Suède vous avez un discours d'accueil très généreux, mais alors par contre dès que les gens sont déboutés, ils sont mis dans un avion et enfin, les Suédois, on rigole pas, c'est rigoureux comme une étagère Ikea. On ne transige pas avec la loi. Mais donc, l'État est pris dans plein de contradictions. Il y a aussi le problème de l'espace Schengen, qui était vécu comme super espace de libre circulation, mais visiblement qui n'était pas du tout imaginé dans le cadre de migrants qui se déplacent de pays en pays, voire par grand nombre. Ça met le doigt à la crise des migrants, évidemment, sur les difficultés de vivre ensemble. Et ça, c'est très révélateur. Les migrants arrivent dans une société qui est largement atomisée, qui est largement liquide. Et je me mets volontiers dedans. Nous sommes chacun éparpillés les uns les autres. Nous avons du mal à créer du lien, à rester fidèles à nos engagements, à nos familles, etc. Et les migrants arrivent, eux, par contre, désireux de liens et souvent venant de familles venant de pays où justement les familles sont très très importantes. Ça c'est une grande difficulté, une société très individualiste qui est la nôtre. Et aussi, souvent, le processus migratoire avec ses difficultés fait que ces migrants sont humainement et légitimement tentés de rester dans leur communauté et en fait finalement de vivoter dans des ghettos culturels. Je ne l'ai pas raconté dans le livre, mais dans mon enquête, j'ai rencontré des Chinois, des réfugiés chinois, qui vivent à Aubervilliers, donc c'est une banlieue au nord de Paris. Certains sont là depuis 5, 6, 7 ans en France, ils ne parlent pas un mot de français, ils restent que entre Chinois, ils vivent de petits boulots noirs sous-payés, ils n'ont pas vu la Tour Eiffel, ils ne se déplacent jamais dans Paris ou en dehors de la France. Ils restent que entre Chinois, alors eux étaient victimes de sectes pseudo-évangéliques et bon, ça rajoute encore plus un enfermement, mais c'est pas un scoop de dire qu'il y a de vrais ghettos culturels qui se créent, et les responsabilités sont multiples, c'est sans doute les limites de notre système d'intégration, mais plus largement, je pense que c'est une crise de la société. Et c'est aussi, je pense, quelque chose d'un peu
comment dire, inévitable dans le processus migratoire, quand les gens veulent forcément plutôt se rapprocher de leurs semblables. Une autre anecdote comme ça, c'était un petit village dans les Hautes-Alpes, Rosan, village de Rosan, village communiste, qui lui, du coup, s'était fait un devoir d'accueillir une famille dite de Syriens, donc, qui les ont fait venir, qui les ont vraiment accueillis, qui les accompagnaient, un accueil incroyable. Et en fait, cette famille, au bout de quelques mois, est partie et a préféré aller dans la grande ville voisine, Gap, parce qu'en fait, il y avait d'autres Syriens. Il y avait d'autres personnes de leur ère culturelle. Il y avait de quoi communiquer avec le pays, il y avait un peu de travail, c'est vrai. Et donc, ces gens-là de Rosan, pour eux, c'était une trahison. Ils s'étaient coupés en quatre pour eux et les migrants sont partis. C'est quelque chose d'assez humain, d'assez inévitable. Mais à ne pas, comment dire, si on n'y est pas attentif, et si on n'essaye pas de transformer justement l'essai en leur proposant une place et en y mettant les moyens, ça contribue à créer des ghettos culturels, à entretenir des ghettos culturels. Et pour moi, les ghettos culturels, c'est le pendant de l'atomisation de la société. Et là, on est tous concernés. Et sans doute que, tout comme Mère Teresa qui disait, pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. Je pense que là aussi, pour retisser du lien, il faut d'abord partir de soi et d'abord partir de son entourage. Et là-dessus, les chrétiens ont un grand rôle à jouer, parce que notre foi, justement, normalement, transcende les clivages, transcende les classes sociales et rend visible et réelle la charité et la communauté. Et justement, ce qui est très présent dans ton livre, c'est tu as beaucoup enquêté sur, pas tant en fait l'accueil par des familles, enfin c'est très présent aussi, mais il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés à des rencontres, comme tu as intitulé ta partie, et donc qui montrent l'accueil des paroisses. Et alors en guise de dernière question, c'est une question un peu difficile, mais un peu métaphysique comme tu disais, mais est-ce que, vu tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu as vu, est-ce que pour toi la forme, disons par excellence, de la charité, c'est l'accueil inconditionnel? Ou est-ce que précisément, comme tu le disais aussi, il ne faut pas que cette charité elle aille encore plus loin qu'une position trop simple et qu'elle aille jusqu'à comprendre, jusqu'à embrasser, essayer, comme tu disais, de se documenter. Voilà. Moi, je serais tenté de répondre que oui, que l'accueil inconditionnel, c'est la forme par excellence de la charité. Mais je suis obligé de dire pas vraiment. Parce que pour que l'accueil soit réussi, et pour que l'accueil soit vraiment fécond, pour la personne accueillie comme pour l'accueillant, on ne peut pas s'improviser. En fait, il faut que ça soit mûri, pesé, proportionné, et pas sans responsabilité. La charité, c'est très très vaste. La charité, c'est l'amour. Et on ne peut pas aimer tout le monde de manière fusionnelle. Même dans un couple, il y a un apprentissage, il y a des risques mesurés. En même temps, il y a un lâcher-prise, on ne peut pas tout contrôler. Mais c'est pas sans discernement. Avec les migrants, on ne peut pas s'improviser sauveteur de migrants. J'ai vu beaucoup de gens, et vous en connaissez peut-être, qui se sont brûlés les ailes en voulant être trop généreux, en voulant aller trop vite, en étant animés des meilleures intentions du monde, mais qui n'ont pas mesuré le poids que ça représentait en termes humains de s'investir, en termes psychologiques, en termes culturels, parce qu'il y a des gouffres souvent culturels qui sont réels. Et puis parfois, c'est vrai qu'on se trompe sur la personne, ou alors on peut tout simplement pas l'aider. Moi je pense que vraiment, si l'accueil, en tout cas, est vraiment consubstantiel à la charité, l'accueil ne peut pas se faire sans responsabilité, sans discernement, sans documentation. Il faut s'informer, il ne faut pas agir seul. Il faut se mettre en réseau, il faut se mettre en communauté. On ne peut pas sauver le monde tout seul. J'ai besoin de mon frère et j'ai besoin de lui partager ce que je vis et ensemble on fera des choses. C'est ça le rôle des associations et des paroisses et des communautés.
seul on ne peut pas le faire, et donc ensemble, c'est plutôt ensemble qu'il faut placer ce désir au centre de l'attention, de la communauté, et le faire ensemble, discerner ensemble, s'affronter, se poser des questions, avoir des opinions divergentes, mais vivre ça ensemble et vivre ça de manière proportionnée, raisonnable, même si la charité n'est pas forcément raisonnable, mais pas de manière précipitée, pas de manière abstraite. De toute façon, quand on accueille et quand la personne est chez nous, c'est pas abstrait. Donc en ce sens, c'est pas de l'accueil inconditionnel. Si l'accueil inconditionnel, c'est on ouvre les portes et vient qui veut. Il faut que ça soit proportionné. C'est pour ça que les jésuites du JRS, à mon avis, forment un merveilleux exemple d'accueil juste parce que c'est très proportionné. C'est une personne qui va dans une famille et qui change ensuite de famille pour pas qu'il y ait un lien fusionnel, pour que la personne voit aussi d'autres familles, d'autres modes de vie. C'est limité dans le temps et puis les gens ne sont jamais tout seuls, il y a toujours une organisation derrière eux. En réfléchissant à cette question, il y a un exemple personnel qui me vient. Pendant un an, je me suis occupé d'un SDF en bas de chez moi qui est d'origine polonaise. Et pendant un an, alors j'ai essayé de me faire aider par des associations, mais la chose que je pouvais lui offrir, très concrètement, c'était parler avec lui, c'était de temps en temps lui offrir quelque chose à manger. Et lui, il me demandait tout le temps de venir chez moi et de prendre une douche. Mais moi, tout seul, là, dès le début, là, comme ça, je ne me sentais pas de le faire. Il m'a fallu du temps, alors je dis pas que je suis un saint, et je dis pas que c'est la solution magique à faire. Mais en tout cas, moi, j'ai pris le temps de discerner, de le connaître, de m'aider avec d'autres personnes. Et à la fin, il est venu chez moi, il a pris une douche, et voilà, c'était juste et bon. Tout ça pour dire que l'accueil inconditionnel, je veux dire, ça nous brûle les lèvres, mais c'est pas forcément la meilleure manière d'être efficace, d'être fécond pour l'accueilli et pour l'accueilli. S'il y a quelque chose qui doit être inconditionnel, à mon avis, c'est la dignité de l'autre. C'est le regard qu'on a sur l'autre, la bienveillance qu'on a envers l'autre, et la conviction profonde de se dire c'est un être humain à part entière, et si on est chrétien, de se dire il est aimé de Dieu, comme moi je le suis. Ça, à mon avis, c'est le seul truc qui peut être inconditionnel, et qui est la charité par excellence. Merci à toi. Merci à vous. Certains vont rejoindre des pays en guerre, des pays qui vont faire la faim, et de plus en plus va se poser un problème encore plus aigu, c'est avec le dérèglement climatique, des zones immenses et actuellement très peuplées, qui seront invivables pour l'espèce humaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Il me semble qu'on va bientôt se trouver au point où soit on accueille des gens avec dans un nombre qui va excéder nos capacités à un bon accueil, y compris pour eux, et leur envoie vers des zones où on sait qu'ils vont à une mort atroce. Il me semble que certains pays ne se gênent pas d'ailleurs pour envoyer les burkinabés et autres dans le désert. Et larguer au milieu du désert, où ils meurent quelques jours plus tard. Tout à fait. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire avec cette situation-là? Parce qu'il y a des zones où il est déjà trop tard pour les restaurer. C'est une question hyper délicate et en même temps hyper concrète. Je pense que c'est ce que je disais, la ligne rouge, c'est l'inhumanité. Et ça, tu parles de régimes qui ne se privent pas de franchir cette ligne rouge en lâchant des migrants dans le désert, en les mettant dans des centres de torture. Et ça, effectivement, c'est insupportable. Alors,
l'OMT m'oblige à dire que tous les demandeurs d'asile qui sont éventuellement déboutés ne rentrent pas forcément dans des pays en guerre, même s'il y en a, c'est le cas, et c'est là que se crée une catégorie de la population qui est ni expulsable ni régularisable. Ça, c'est un casse-tête administratif terrible, et sans doute qu'il y aurait des aménagements législatifs à faire pour permettre à ces personnes quand même de travailler, parce que souvent ils n'ont pas le droit de travailler, du coup ils se fondent dans leur communauté et ils disparaissent, ils vivent au black, etc. Mais plus profondément, la question que tu poses, c'est la question des causes, en fait. Et c'est un truisme ce que je vais dire, mais ce qui est impératif, c'est de traiter les causes des migrations, qu'elles soient sociales, qu'elles soient guerrières, géopolitiques, mais qu'elles soient climatiques aussi. C'est un vœu pieux. Je ne sais pas, aujourd'hui, de manière globale, c'est difficile à mettre en place. Par pays, c'est peut-être un petit peu plus facile, et encore, mais c'est le seul horizon que je vois pour qu'il n'y ait pas ces débordements de population trop massifs que pourtant on a l'impression de voir déjà sous nos yeux. Là, c'est la question du délai. Ça fait longtemps qu'on sait que la plupart de ces migrants souhaiteraient simplement vivre chez eux. Bien sûr. C'est des exilés, quoi. Mais c'est pas possible. Plus possible. Sur le climat, c'est toi qui connais mieux que moi. Je ne sais pas ce qu'il est possible encore de faire. Je ne sais pas dans quel. Là, pour le coup, j'avoue un peu, pas mon incompétence, mais mon manque de pratique du sujet. Et je ne sais pas ce qu'il est possible de faire, dans quel délai, dans quelle mesure. Ce qui est vrai, c'est que moi, je le voyais, je le percevais déjà dans les personnes que j'ai interviewées. En fait, souvent, ils partent, alors pour des motifs de guerre, mais pas que, c'est aussi pour des motifs sociaux, pour des motifs économiques, pour des motifs familiaux, des motifs religieux. Mais il y a certaines populations, notamment les subsahariens, en fait, le rôle joué par le changement du climat, par la désertification, par la raréfication des terres cultivables, en fait, joue énormément. On le sent en filigrane. Mais je dois t'avouer que, là je parle de ma corporation, chez les journalistes, je trouve que ce thème est très peu utilisé. On parle très peu de ce thème. On va parler des guerres, on va parler de telle loi dans tel pays qui pousse des gens à l'exil. Moi, j'ai quasiment jamais entendu parler du rôle joué par le climat, par... Là, c'est facile de comprendre que comme c'est des zones hyper peuplées, si elles sont frappées par des vagues de chaleur telles qu'on a dans la rue, parce que c'est vrai, c'est ce qui se passe, forcément des millions de gens qui vont être obligés de partir ou de mourir sur place. Ouais. Macron aussi avait une phrase qui avait fait rigoler tout le monde en liant le terrorisme et le réchauffement climatique. Non, mais le lien, il existe. Ah, il est pas au premier degré, mais au deuxième ou au troisième. c'est ça, mais tout est lié, quoi, comme dit l'autre. Oui. Tu parles de culture, et je voulais savoir si il y avait dans les gens que tu as rencontrés, notamment sur la route, une culture de migration créée. Est-ce qu'il y a eu le temps, est-ce qu'il y a eu la possibilité aussi, parce que c'est pas de la langue que tu poses, pour une culture des migrants de se créer, parce que peut-être qu'il y en a qui passent du temps ensemble, aux endroits, voyager ensemble longtemps. Tu veux dire une culture commune aux migrants? Quelque chose qui serait créé pendant cet événement. Alors je dirais pas une culture, mais je dirais des habitudes communes, des styles de vie un peu communs. En fait, moi ce qui m'a frappé avec les migrants, notamment, c'est que ce sont des gens qui sont en survie perpétuelle. Pour le coup, il n'y a pas de temps long, c'est du jour au jour. Il faut se nourrir, ils sont écrasés par le concret et le besoin vital. C'est-à-dire il faut se nourrir, il faut se loger, il faut téléphoner à la famille, il faut dire que je suis là, demain est un autre jour. Voilà. C'est une culture de l'instant. C'est une culture beaucoup du traumatisme. Beaucoup de migrants sur la route ont vécu un traumatisme, ou en tout cas arrivent avec un choc post-traumatique. Pas seulement parce qu'ils ont été torturés ou quoi, il y en a, tous ceux qui passent par la Libye le sont,
Mais même le fait d'être déraciné, le fait d'être privé de son environnement, de sa famille, de sa langue, d'être débarqué dans un pays qu'on ne connaît pas, souvent qui est loin du cliché qu'on se faisait de lui, ça crée énormément de souffrances invisibles. Et ça crée énormément de blessures qui demandent à être guéries, qui demandent à être accompagnées. Et ça, il y a tout un travail d'ethnopsychiatrie qui reste à faire, parce qu'il y a un gouffre culturel entre eux et nous. Donc, je dirais pas forcément une culture, mais des us et coutumes, des habitudes. Moi, je suis frappé de voir que souvent dans les camps, même dans les camps de fortune, les gens se regroupaient par communauté, justement. Les Afghans avec les Afghans, les Congolais avec les Congolais, les Syriens avec les Syriens. Et même dans des centres d'accueil où ils sont tous mélangés, ils vont se reconnaître Maliens avec Maliens, Congolais avec Congolais, et tout de suite ils vont se rapprocher. Donc les identités en fait nationales ou culturelles, elles restent fortes en fait. Parfois c'est par aire culturelle, les pays subsahariens, les Africains subsahariens, les Irakiens, Syriens ensemble. Ça résiste à la route. En fait. Voire même, moi un truc qui m'avait étonné, les chrétiens d'Irak, comme ceux dont je vous ai parlé dans le village breton de guerre, dès qu'ils pouvaient aller à Rennes, donc la grande ville du coin, ils étaient contents et ils cherchaient des Turcs. Alors pourquoi des Turcs? Parce qu'en fait les chrétiens d'Irak alors eux c'était des chrétiens d'Irak du nord de l'Irak, donc près du Kurdistan, et il y a une influence culturelle de la Turquie, des Kurdes, c'est un peu pareil. Donc même si c'était des musulmans, en fait ils étaient ils avaient besoin en fait de retrouver ces gens, de parler un peu un dialecte voisin, de manger la même nourriture, même si c'était des musulmans, même s'il y avait ce barrage. Voilà, les cultures, les identités, je dirais, nationales ou régionales résistent en fait à la route. Mais par contre, effectivement, ce qui va unir ces gens, c'est des attitudes, des blessures et puis un peu un élan de survie, quoi, une résilience. C'est ce que je dirais. Oui. Génération identitaire. Alors, génération identitaire, disons que c'est... vous savez, alors je ne sais pas si certains ont connu les Pokémon, mais les Pokémon, en gros, il y a plusieurs évolutions. Ça commence avec Pikachu et ça finit par, je sais pas quoi, Greyshoe, quelque chose comme ça. Et en fait, génération identitaire, c'est un peu l'évolution d'un courant d'extrême droite qui s'appelle identitaire. Alors identitaire c'est un mot à la mode, on l'emploie beaucoup, mais eux se sont vraiment revendiqués comme identitaires et se sont très vite distingués du Front National. C'est-à-dire qu'à l'époque, alors reprenons depuis le début, fin des années 90, le FN se casse en deux, il y a le FN et puis il y a une dissidence qui se crée, c'est le MNR de Bruno Maigret, qui n'a pas duré très longtemps. Et donc au MNR sont partis des gens qui disaient le Front National c'est bien, il dit que les immigrés c'est un problème, mais il ne va pas assez loin. Nous, on dit qu'en fait, ce qui pose vraiment problème, c'est les immigrés non européens, donc non blancs, en fait. Et finalement, on a plus en commun les blancs entre nous qu'avec les autres. Alors que le FN jouait un peu sur l'ambiguïté, disait, mais si on les assignait, ça va bien se passer. Alors qu'eux disent, non, il y a une vraie cassure culturelle, ethnique. Et au sein du MNR, il y a un petit groupe qui existe, ça s'appelle Unité Radicale, et donc, qui est composé essentiellement de skinheads. Et ce groupe va être dissous en 2002 parce qu'un de ses membres va tirer sur Jacques Chirac pendant le défi du 14 juillet. Donc ils sont dissous et ils se recréent tout de suite après sous le nom du bloc identitaire. Voilà. Et avec ce terme identitaire qui dit finalement l'identité c'est l'ethnie. Si je caricature c'est ça, c'est l'ethnie, c'est la couleur blanche, c'est la civilisation européenne. Et alors ces gens sont très régionalistes, ils ne sont pas jacobins comme le Front National, ils sont très flamands, lyonnais, niçois, c'est un peu leur base. Ils sont très très régionalistes, très pro-européens, voilà, mais parce que c'est la civilisation européenne.
Et eux, comme ils sont un peu groupusculaires, leur méthode d'action, ça va être l'agit-prop, c'est-à-dire les actions point médiatiques, mais destinées à faire parler d'eux et destinées à frapper l'opinion. Et donc, d'action en action, de succès en succès, ils vont un peu rameuter des militants, ils vont devenir un peu influents dans leur petit milieu. Et assez rapidement, vers 2012, à partir de 2012, déjà ils vont changer de nom, ils vont s'appeler les Identitaires, puis Génération Identitaire, et ils vont commencer à infiltrer le Front National. Et le Front National, un peu comme je dirais le PS avait fait pour certains trotskistes, va se dire bah, nous on est gros parti, on va récupérer ces gens et en fait ils sont mieux chez nous qu'à l'extérieur, et on va un peu les cadrer. Et eux, les identitaires, de se dire, bah, nous, on va rentrer dans le grand parti, on va infiltrer, comme certains trotskistes ont fait pour le PS. Je ne sais pas s'ils ont réussi, mais non, je pense pas. Non. Et on va infiltrer la grosse machine et on va diffuser nos idées. Et ça, à partir de 2012, on voit pas mal de figures des identitaires aller vers le Front National. Et en fait, ils ont plutôt bien réussi à influencer le discours. C'est-à-dire que le FN, aujourd'hui, commence à avoir un discours un peu plus ethniciste. En disant, voilà, pas au niveau de Marine Le Pen, hein, mais il y a différentes personnes qui tiennent plus un discours comme ça. Moins assimilationniste, mais plus ethniciste. En utilisant beaucoup plus le terme blanc, ethnie, etc. Et donc, fidèles à leur tradition d'agit-prop, le groupe Jeunesse Identitaire, Génération Identitaire, bah, ils ont vu la crise des migrants comme une aubaine pour recruter, pour faire parler d'eux. Donc en fait, ils ont fait pas mal d'actions. Ils ont affrété un bateau en Méditerranée pour patrouiller autour des bateaux d'ONG en disant voilà, ces gens aident les passeurs, nous on dénonce ça. Ils ont déployé des banderoles dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes en disant nous on défend la frontière parce qu'il n'y a pas de garde frontière, donc nous on la défend. Et alors il ne faudrait pas les surestimer, c'est pas des dizaines de milliers, il ne faut pas les sous-estimer parce que plus que leur nombre, en fait ils ont un vrai impact médiatique et même culturel. Pour pas mal de gens, de petits blancs, c'est-à-dire de gens en insécurité culturelle, de gens qui galèrent, qui sont inquiets de ce qu'ils interprètent à tort ou à raison comme le déclin de la France, ben, c'est une manière énergique, un peu osée parfois, mais c'est une manière énergique de résister, ou en tout cas de dire non au déferlement migratoire. Moi je suis frappé d'entendre beaucoup de gens, hein, y compris de la droite des CBGK, de dire ah non mais pour moi les identitaires c'est bien, ils ne sont pas dans l'illégalité contrairement aux no-borders. Donc il ne faut pas sous-estimer leur impact. Il faut aussi se poser la question, et ça c'est le grand dilemme qu'on a avec l'extrême droite, avec le Front National depuis 30-40 ans, c'est ces gens-là mettent le doigt sur parfois des vrais problèmes et qu'est-ce qu'on fait pour répondre. Et là encore, je ne suis pas sûr que les diaboliser sans finalement poser des actes, en fait, ça peut que les nourrir. C'est ce que je pense. Mais donc voilà ce que c'est Génération Identitaire. On m'a dit, j'ai fait un débat avec Laurent Dandrieux, journaliste de Valeurs Actuelles, vous connaissez peut-être de nom, qui a écrit un livre sur l'Église et l'immigration, en disant que les papes étaient trop naïfs sur le sujet. Moi, je ne suis pas rentré dans ce sujet, même si j'en pense pas moins. Et lui, il me disait, mais c'est... on a fait un débat qui était assez courtois au demeurant, mais lui, il me disait, mais vous avez été hyper dur avec ces jeunes, hein, avec Génération Identitaire. Vous avez été hyper dur. Et de fait, je mâche pas mes mots dans le livre. Mais pour moi, il y a une vraie frontière. Autant je peux comprendre et je peux entendre des gens qui disent je vis à Dunkerque et j'en peux plus de voir passer des migrants sous ma fenêtre. Voilà. Autant je peux comprendre et entendre quelqu'un qui me dit à Créteil je suis le seul blanc de mon quartier et je me fais insulter de sale blanc depuis que j'ai 7 ans. J'en parle dans le livre. Mais ça, je peux vraiment l'entendre. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut tracer une vraie frontière, une vraie ligne rouge, avec une vision
vision de l'homme qui s'oppose complètement à notre foi chrétienne. Et en l'occurrence, Génération Identitaire, ils ont un rapport ambigu avec le christianisme. Ils vont défendre les racines chrétiennes, ils vont défendre les crèches, les sapins, les croix, mais souvent ils ne pratiquent pas, souvent ils ne vont pas à l'église, et en fait souvent, très souvent, et c'était même leur milieu de départ, ils ont une vision de l'homme qui est très néo-païenne, qui est très nietzschéenne, qui est très en mode le fort domine le faible, et souvent le christianisme pour eux c'est une religion de faible, c'est une religion de mauviette, et c'est pour ça qu'ils surjouent la virilité, qu'ils ont des vidéos dans ce sens. Et là, je pense que c'est important, en tant que chrétien, en tout cas, de tracer une ligne rouge, parce que je vois l'attirance qu'il suscite chez certains chrétiens, et du coup, je pense qu'il est de mon devoir, de manière modeste, de dire attention, là, vous avez une vision de l'homme qui n'est pas la nôtre. Une question sur le temporalité. Oui. Est-ce que l'été 2015 ou quelques années qui ont suivi, est-ce que c'était un pic ou est-ce que c'était un début? Est-ce qu'on a eu un été hallucinant de vacances politiques, de portes ouvertes, de crises géopolitiques nombreuses et multiples, d'absence totale de réaction européenne et nationale, qui a fait qu'il y a eu certains ont pu voir le clandestin, mais aujourd'hui il ne s'agit plus que de tirer les conséquences organisées pour les petites arrivées ponctuelles qui arriveront, qui produiront encore une répartition logistique comme on sait faire, ou est-ce que c'était simplement une sorte de premier choc après d'autres qui arriveront, que ce soit pour des questions géopolitiques, politiques, je ne sais pas. Est-ce que voilà, comment est-ce qu'à la fois l'Europe en tant que continent de refuge naturel, est-ce que c'était une sorte de choc unique, ou est-ce que différents séjours se fait en séjour laisse entendre que ça une question à se poser tous les jours pendant plusieurs années? Alors, c'est les deux, en général. Ça a été un choc unique parce que ces 1 million de personnes qui ont déferlé sur le continent européen étaient majoritairement syriens, avec un fort contingent d'Irakiens, de Kurdes, d'Iraniens. Et en cela, c'était assez unique. C'est-à-dire que c'était vraiment des gens de camps, issus des camps de réfugiés du Liban, de Turquie, qui se sont vraiment mis en branle et qui sont tous arrivés en Europe. Et donc, on a un peu vécu sur cette illusion que tous les réfugiés qui venaient, c'était des Syriens. Et moi, je me souviens, en 2015-2016, on avait des panneaux ou des pubs en disant, voilà, ce sont des Syriens, ils fuient les bombes, accueillons-les, etc. En réalité, ces gens se sont tous concentrés en Allemagne, aux Pays-Bas, en Scandinavie. Très peu sont arrivés en France. En fait. Ceux qu'on voit arriver aujourd'hui, ce sont les déboutés d'Allemagne, en fait. Mais donc, en cela, c'était assez unique. Et je pense que, sauf grande crise au Proche-Orient, il n'y aura plus de grandes vagues comme on l'a vu en 2015. Donc ça, c'était assez exceptionnel, assez unique. Ensuite, je crains et je crois que ce n'était qu'un début, parce que nous, ce qui nous touche en France, c'est l'immigration d'Afrique subsaharienne. Elle continue. Pour l'instant, elle ne s'arrête pas. C'est celle qui traverse la Méditerranée, c'est celle qui passe par les Alpes, c'est celle qui passe par les Pyrénées maintenant, parce qu'il y a une nouvelle route qui s'est ouverte en Espagne. Et c'est là qu'on revient aux observations de Cyril, c'est que dans l'avenir, avec les grands défis climatiques, avec les grands défis sociaux, politiques, c'est difficile de voir. Alors, il ne faut pas forcément être absolument pessimiste. L'Afrique se développe, il y a une vraie classe moyenne qui émerge, il y a des villes qui sont en plein développement, il y a des pays même qui s'en sortent très bien, le Ghana, le Sénégal, le Cameroun même, qui est assez stable, enfin, qui est globalement stable, sauf le nord du pays. Et c'est là qu'en fait il y a une dispute entre des experts, c'est-à-dire qu'il y a des experts qui disent plus l'Afrique se développe, plus elle va émigrer en fait en Europe. C'était le livre de Stephen Smith, La ruée vers l'Europe. Stephen Smith, qui est un spécialiste de l'Afrique et qui dit plus l'Afrique va se développer, plus les gens auront envie de franchir la Méditerranée. D'autres qui lui répondent non, en fait l'immigration africaine est surtout de pays à pays. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'immigration entre pays africains, avec les mêmes problèmes d'ailleurs. C'est étonnant de voir qu'en Afrique
italiens dans les années 20, donc il n'y a pas de raison que eux fassent pareil. Fassent pas pareil. Mais donc voilà, là il y a un peu une querelle des experts entre des gens qui disent que l'immigration vers l'Europe va cesser d'augmenter et va devenir même massive, d'autres qui disent que ça va surtout se passer sur le continent africain. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde la projection des chiffres des pays, je crois que c'est en 2050, on va régresser, nous les Européens. Là on est 500 millions, on va passer à 400 millions. Par contre l'Afrique va passer à, alors, je ne sais pas le chiffre en tête, mais je crois que c'est 1 milliard quelque chose. Le Nigeria va devenir le 3e pays le plus peuplé du monde, avec 500 millions d'habitants, donc autant que après la Chine et l'Inde. Donc là, il y a forcément des questions à se poser. Et ça rejoint ce que le prêtre, l'ancien prêtre des parlementaires disait, nous sommes muets et nous sommes dépeuplés, dans les esprits, mais aussi physiquement. Donc à un moment donné, le vide appelle à être rempli. Mais dans cette perspective, est-ce qu'on peut pas dire que la crise des migrants, finalement, enfin la crise étudiante, ça ne fait qu'accélérer le moment où l'Europe se prend en pleine face, une question qu'elle se serait de toute façon posée, même si on était resté comme dans les fantasmes des identitaires, entre bon blanc de souche et un moment où même entre chrétiens, on aurait fini par plus supporter, vous avez su peut-être pas de la même manière, mais établir des distinctions, enfin, là c'est tellement, justement, à cause de cette dilution des liens, à cause de cet individualisme galopant, est-ce que toi, finalement, c'est pas un accélérateur et non qui fait qu'au lieu de se poser la question comment on gère les migrants, pardon pour le gérer, mais parce que voilà, c'était une question au niveau politique, je pense qu'il y en a qui en sont uniquement à ce niveau-là, mais est-ce que la question, ça serait pas plutôt qu'est-ce qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut faire, et pas uniquement entre chrétiens, entre tout le monde, comment on peut bâtir quelque chose qui soit à la hauteur des enjeux qui nous attendent, pour les enjeux écologiques notamment. Bah ouais, non mais j'ai rien à rajouter. Non mais moi je pense, je suis peut-être un peu trop idéaliste, mais moi je pense que la crise des migrants nous ferait beaucoup moins peur si justement nous avions un projet et si nous savions un peu qui nous étions et si nous savions où nous allions. Je pense que beaucoup de nos difficultés seraient amoindries, seraient moins fortes que celles qu'on connaît aujourd'hui. Ça recoupait effectivement, parce que c'était pour revenir sur une de tes conclusions. Tu dis qu'il faut retisser du lien social, effectivement, pour à la fois mieux vivre entre nous, puis du coup mieux accueillir. Mais par contre, la solution que tu sembles mettre en avant, ça passe quand même par l'Église, qui a perdu ce rôle, mais qui peut le retrouver si on s'en donne les moyens. Néanmoins, vu le niveau de la pratique religieuse, ça risque de ne pas toucher tout le monde malgré les efforts d'évangélisation qui sont décrits d'ailleurs dans ton livre. Donc, est-ce que tu entrevois une solution qui puisse toucher plus globalement pour que ce soit éventuellement traduisible d'ailleurs politiquement? C'est le problème, hein. J'ai pas de solution clé en main. J'ai pas de solution clé en main, mais ce que je dis, là j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais il y avait quelqu'un l'autre jour qui me disait quand l'État est en faillite moralement, philosophiquement, quand les gouvernants n'ont plus de projet, n'ont plus de sens à apporter, il ne reste plus que des économies. Je retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais si jamais il y avait un projet unitaire, inclusif, tel qu'il a sans doute fonctionné sous la République assimilationniste, finalement, moi j'en suis un bénéficiaire et des générations entières de descendants de Polonais, d'Italiens, de Portugais le sont aussi. Un modèle qui n'était pas infaillible, mais qui a bien fonctionné. Si on avait un vrai projet de société, sans doute que ça contribuerait. Ce ne serait peut-être pas la solution miracle, mais ça contribuerait sans doute. Voilà. Je pense, on en a un tout petit peu parlé, mais moi je pense que dans ce projet, en tout cas dans ce que l'État doit proposer aux citoyens, il faut, et j'essaie de dire ça vraiment de la manière la moins polémique possible, mais il faut quand même qu'on se rappelle d'où on vient. Et je pense que l'héritage chrétien, qui est instrumentalisé sur le plan politique, notamment par la mouvance identitaire, je pense qu'il faut quand même se le réapproprier. Il
quand même dire de manière posée, de manière paisible, il faut dire bah, cet héritage c'est le nôtre, il faut s'en appuyer, ça ne recommencera pas comme avant, ça c'est sûr, ne serait-ce que parce que humainement il n'y a plus assez de il n'y a plus autant de pratiquants et de religieux qu'avant. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas en avoir honte et il faut pleinement l'habiter, cet héritage, pour s'y appuyer et bâtir autre chose. Voilà. Sans le nier, comme beaucoup malheureusement encore d'hommes politiques, d'hommes dans les médias, d'hommes d'influence, enfin de personnes d'influence le font. Et je dirais que même dans l'intégration des migrants, ça peut aider, ça peut vraiment aider. Une anecdote que je n'ai pas racontée dans le livre, mais j'ai vu un monastère de franciscaines en Alsace qui accueillait donc eux c'était des réfugiés qui avaient été reconnus dans leur demande d'asile. C'était des Maliens, des Nigériens, donc du Niger et des Centrafricains, des Soudanais aussi. Et pour eux c'était totalement normal d'être dans un monastère et ils avaient l'air de comprendre beaucoup plus où ils étaient, quelles étaient un peu les bases culturelles de cette société qui les accueillait, et ça leur parlait énormément. Et ils étaient très avides d'en discuter avec les religieuses qui étaient là, religieuses d'ailleurs qui leur donnaient des cours de couture, de cuisine, qui étaient infiniment plus pratiques et efficaces et féconds à mes yeux que le cours d'intégration républicain qui leur était confié par les associations. Là pour le coup c'était l'État qui confiait aux associations ce cours d'intégration qui à mon avis était trop abstrait pour les toucher. Est-ce que je pourrais vous dire une petite phrase que je trouve très belle dans la lettre aux Hébreux qui dit « N'oubliez pas, chapitre 13, n'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. » Et je trouve que, je ne vais pas faire la pub pour GRS, pour lequel je suis engagée, mais c'est vrai qu'on accueille des jeunes. Moi, j'accueille un jeune, je suis accompagnatrice aussi. Et bon, si jamais vous avez une petite place chez vous, si vous voulez venir nous rejoindre, c'est merveilleux tout ce qu'ils peuvent nous donner. Et voilà, donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Si les personnes. Alors, juste un dernier point peut-être pour quand même remettre un petit peu de polémique, pas contre toi, mais pour nous forcer quand même à. Vas-y. Plutôt politique que polémique, mais Ouais. on parlait tout à l'heure, donc tu disais, je pense pas que ce soit enfoncer des portes ouvertes de dire qu'il faut traiter quand même les causes des migrations. Et lorsque tu citais l'aumônier des parlementaires, Ouais. qui disait qu'on n'avait rien à proposer, c'est facile à dire, et peut-être qu'effectivement c'est un truisme, mais notamment en ce qui concerne la migration qui vient d'Afrique, et notamment d'Afrique francophone, parce qu'il y a quand même une majorité de Guinéens, par exemple. Oui. Pourquoi c'est même la provenance majoritaire dans. Parmi les demandeurs d'asile, il y a beaucoup de Guinéens, il y a beaucoup de Congo-RDC aussi. Après, dans l'immigration légale, il y a un peu de tout. Hein. Mais la France est le premier pays en termes de diaspora du Congo-RDC. Ouais. En ce moment, il y a beaucoup de Guinéens aussi. Bon, en tout cas, là où je voulais en venir, c'est que c'est peut-être un peu faussement naïf de la part de. Enfin, je ne juge pas, mais ça serait peut-être un peu naïf de dire qu'on n'a rien à proposer en termes de projet politique. Et tu parles de ça à un moment dans un de tes chapitres, vu l'implication historique de la France en Afrique. Ça, c'est quelque chose de. Je disais, c'est rajouter une forme de polémique, parce que c'est un argument de nos bordeurs, typiquement, mais ça va être de dire, si on veut vraiment traiter les causes en Afrique, il n'y a pas à chercher qui on est, ou il faut juste arrêter de les piller. Et en fait, ça, pour le coup, autant tu disais tout à l'heure que. C'est Cyril, c'est ça? Que tu disais, tu connais mieux que moi tout ce qui touche à l'écologie. Mais ça, je pense que pour le coup, tu aurais des choses à nous dire, parce que quand on parle, c'est le chapitre c'est un beau chapitre qui s'appelle Le sourire de Reims. Tu racontes la rencontre avec Jean Faustin, qui vient donc de Centrafrique. Et tu consacres tout un paragraphe, mais comme ça, moi, ça m'a fait rire, parce que je me disais, tu as quand même une idée derrière la tête. Je me disais, bien lu, hein. Tous ces changements de régime se firent avec le soutien de la France. Donc on n'y est pas pour rien non plus. Et ça, pour le coup, il y aurait de quoi dire et de quoi faire. Sans
versé dans l'idéologie. Non, non, mais je suis totalement d'accord. On a des responsabilités, hein, même en Libye. Hein, le chaos libyen, les trafiquants d'esclaves et les foires aux esclaves, c'est directement lié à notre intervention qui est désastreuse. C'était un vrai crime, cette intervention en Libye en 2011. Vraiment, mais c'était... Merci BHL, hein, ce boucher. Il ne faut pas nier nos implications lorsqu'effectivement, soit on s'est rendu coupable par cynisme, soit par naïveté, on a cru pouvoir régler des situations complexes. C'est là où l'idéologie... Moi, en fait, je suis devenu journaliste à cause de la guerre en Irak en 2003. J'étais jeune, mais parce que mon père est militaire, et j'ai été bouleversé par cette guerre. Mon père me faisait le commentaire du journal télévisé, il me disait mais c'est idéologique. C'est la naïveté américaine qui croit qu'on va pouvoir transformer cette dictature en démocratie, et il dit cette guerre on en a pour 30 ans, et là on est encore là. Et donc en Afrique, nous Français avons aussi commis des crimes, des impairs. Je parle de la Centrafrique parce qu'effectivement on a pas mal trempé dans ces changements de régime. On peut parler de la Côte d'Ivoire aussi, où on croise encore des réfugiés ivoiriens parce que leur famille était impliquée dans le conflit, donc ils sont obligés de fuir. Donc il faut être à mon avis impitoyable avec ça. Ceci dit, ça n'exonère pas la responsabilité des élites de ces pays. Ça, il faut quand même... J'entends vraiment le discours en mode la France-Afrique, notre responsabilité, il est clair. Mais il ne faut pas non plus exonérer la responsabilité des élites de ces pays. Il y a malheureusement beaucoup de dirigeants africains encore aujourd'hui, même si on le voit au Soudan par exemple, hein, Omar el-Béchir qui était dictateur depuis 30 ans, qui se fait dégager, c'est quand même incroyable. Ça montre que, sans être naïf là aussi, ça montre que les gens ont la soif de liberté, elle transcende les frontières et elle finit toujours par percer. Après ça dépend ce qu'on en fait. Hein. Mais en tout cas, ça montre que les gens ne sont pas plus bêtes que les autres, ils aspirent à une vie meilleure, ils aspirent à de la dignité. Donc ça change. Mais il y a quand même énormément de dirigeants africains qui sont des prédateurs, qui pillent leur pays, qui volent leur pays, leur propre pays. Quand on voit le train de vie des dirigeants du Congo-Brazzaville, du Congo-RDC, du Gabon, qui achètent la moitié de Paris, et ça, ils n'ont pas besoin des Français, hein. Ils le font eux-mêmes, et ils pillent leurs ressources. Quand on voit Alpha Condé, qui est dirigeant de la Guinée, et qui lui aussi est un pillard, on se dit oui, la France a des responsabilités, mais leurs élites également, voire même parfois plus. Et c'est très compliqué parce que moi je ne crois pas trop à l'ingérence, parce que c'est trop facile d'arriver avec nos solutions, et en fait la situation est beaucoup plus compliquée, c'est des tribus, c'est des familles, c'est des clans, c'est une histoire. Parfois dans un même pays, il y a des ethnies qui se font la guerre depuis des siècles. Donc c'est très compliqué d'arriver avec nos solutions magiques, parce qu'on a voulu faire ça en Libye et ça n'a pas marché. Donc c'est difficile de vouloir avancer plus vite que la musique, de vouloir changer ces pays malgré eux. Mais il y a ces pays aussi doivent changer à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pas juste nous. Souvent d'ailleurs j'ai l'impression, je suis pas un spécialiste, hein, mais de ce que je connais de la France-Afrique, dans ce que mon père m'a raconté, dans ce que j'ai lu, dans ce que j'ai entendu, souvent les Français en fait au début ont été un peu parfois acteurs et moteurs, notamment dans les années 60-70, on a carrément provoqué des coups d'État, etc. Mais là on est un peu à la remorque des événements. Alors, on peut aggraver parfois les événements. Par exemple la Centrafrique, on a laissé une guerre civile s'installer, mais c'est rarement nous qui sommes à l'initiative du truc. On est souvent au moteur à la remorque plutôt des événements. Et donc, il y a la responsabilité de la France qu'il faut évidemment questionner, mais il y a la responsabilité des élites politiques. Et tant que les élites politiques de ces pays n'auront pas fait leur conversion, l'essentiel du travail, à mon avis, ne pourra pas être fait. Mais je suis d'accord, la France, il faut être clair sur cette responsabilité. Mais elle n'est pas absolue. Ben voilà, exactement, complètement. La Chine est là. Alors,
La Russie revient en Afrique, on en parle beaucoup parce que ça sert un peu les intérêts américains de dire les Russes, les méchants Russes qui reviennent, qui sont absolument partout, qui sont démoniaques. Mais c'est vrai que les Russes reviennent, et étonnamment les Russes reviennent dans les territoires que nous on a un peu délaissés, c'était la Centrafrique. On a été bien présents, et puis tout d'un coup on s'est retiré, parce qu'effectivement on a vu que c'était intenable comme position et que c'était compliqué, et les Russes se sont engouffrés dans le vide. Les Russes sont aussi présents dans les pays qui étaient ex-communistes ou proches de l'URSS, comme l'Angola, l'Éthiopie, le Mozambique, et aussi dans les États forts, le Soudan, l'Égypte. Mais le plus, enfin ceux qui sont les plus agressifs, c'est les Chinois. Et là, les Chinois, pour eux, il n'y a pas de question de droit de l'homme. Enfin, je ne veux pas faire du China bashing, mais pour les Chinois, il n'y a pas de question de droit de l'homme, il n'y a pas de question écologique, on s'en fiche. Ils arrivent, ils ont des solutions clés en main à proposer aux dirigeants et ils arrosent énormément. C'est aussi le problème des richesses minières d'Afrique qui est le malheur de l'Afrique. Ben oui, bien sûr. Oui. Et ça, pour le coup, les Américains aussi ont une responsabilité. En RDC, le coltan, ce qu'il y a dans nos téléphones, je ne l'ai pas là, mais ce qu'on a dans le téléphone, le petit minerai du coltan, c'est au Congo RDC qu'il y a 80% des ressources. Et là, il y a clairement des grands groupes américains qui ferment les yeux sur des exactions, sur des milices qui protègent les sites, pour que ces ressources soient exploitées, soient pillées. Pour ce qui est des Chinois, moi, l'impression que j'ai, et ça encore, il faudrait le creuser, l'impression que j'ai, c'est que, malgré tout, les Chinois sont très aimés par les gouvernements africains, mais ils ne sont pas aimés par la population. Parce qu'en fait, ils restent entre eux, ils vivent entre eux dans des compounds, ils ne se mélangent pas du tout avec la population comme les Français pouvaient se mélanger, ou même les Russes, hein. Du coup, ils donnent l'impression d'être un peu vraiment des parasites dans les sociétés africaines, de saigner le pays et ensuite de partir. Donc moi, l'interrogation que j'ai à l'avenir, c'est que peut-être que ce sont les Africains qui vont finir par les mettre dehors, les Chinois, parce qu'ils ne supporteront plus leur joug ultra intéressé. On peut dire ce qu'on veut de la France-Afrique, qui a engraissé la classe politique française de ces dernières décennies, qui l'engraisse encore sûrement, pour certains. Mais la France-Afrique a permis aussi des échanges culturels entre la France et ces pays, a permis à des diasporas de venir, a permis à des couples mixtes d'exister, a permis à des familles de s'installer au Gabon, en Côte d'Ivoire, etc. Et ça, il n'y a pas ça avec les Chinois. Donc je pense, c'est une hypothèse, mais je pense que si l'attitude chinoise continue, elle ne sera que temporaire. Elle fera énormément de dégâts, on est qu'au début, mais elle ne sera pas